Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Il existe une discipline fondamentale qu'exige le reportage sérieux sur les conflits, et c'est une discipline que la plupart des couvertures grand public abandonnent systématiquement au profit du récit le plus commode disponible. Les récits commodes, après tout, sont beaucoup plus faciles à emballer que les preuves qui dérangent. Cette discipline est la suivante. Lorsque deux parties à un conflit donnent des versions différentes d'un même événement, je ne choisis pas simplement celle qui vient du camp auquel je fais le plus confiance. J'examine les deux versions, j'identifie les points sur lesquels elles convergent, je note honnêtement là où elles divergent, et j'attends que des preuves matérielles viennent trancher les différences plutôt que de substituer une préférence éditoriale à une vérification factuelle. Aujourd'hui, j'applique cette discipline à l'un des événements militaires les plus contestés et les plus importants de tout ce conflit. Ce qui ressort de ce recoupement honnête des sources, c'est un tableau plus alarmant pour Washington que ce que la version officielle américaine ou la version de l'armée iranienne saisit pleinement à elle seule. Avant d'entrer dans les détails, je dois établir les règles du jeu, parce qu'elles comptent. Je ne vais pas vous dire de façon définitive que la version iranienne est correcte ou que la version américaine est correcte sur chaque point contesté. Ce que je vais faire, c'est vous dire ce que les deux camps confirment, ce que les deux camps contestent, ce que les preuves matérielles actuellement disponibles peuvent trancher entre les versions concurrentes, et quelles en sont les implications, peu importe laquelle des versions de certains détails s'avérera exacte. En temps voulu, des images satellites fourniront une vérification indépendante. Et, comme cela s'est produit à répétition tout au long de ce conflit, la version qui paraissait au départ trop spectaculaire pour être pleinement crédible finira probablement par se révéler plus proche de la vérité que le récit officiel américain, conçu pour minimiser plutôt que pour décrire avec exactitude. C'est là le problème récurrent d'un théâtre politique déguisé en clarté militaire. Les projecteurs sont puissants, mais ils n'améliorent pas la couverture radar. Voici ce sur quoi les deux camps s'entendent. Si l'on enlève tous les détails contestés, au moins un avion de combat américain a été abattu et confirmé comme perdu. L'armée iranienne, comme les sources officielles américaines, ces dernières s'exprimant par l'entremise de médias comme CBS News et The New York Times, citant des sources du Pentagone, le reconnaissent. Les deux camps ne s'entendent pas sur l'appareil précis dont il s'agissait. Cette divergence est importante, et j'y reviendrai en détail. Mais le fait de base de la perte est confirmé par les deux parties. Il n'existe aucune version des faits dans laquelle les forces américaines n'auraient pas perdu un avion de combat aujourd'hui. Les deux camps s'entendent aussi sur le fait que les deux pilotes de l'appareil abattu se sont éjectés avec succès. Ce point de convergence est significatif parce qu'il limite la possibilité d'une fabrication complète de la part de l'un ou l'autre camp. Si les pilotes se sont éjectés, il y a des personnes vivantes dont les témoignages finiront par être connus, et ces témoignages viendront soit corroborer, soit contredire les récits officiels qui sont en train d'être construits. Les deux camps reconnaissent que des hélicoptères de sauvetage américains, des Black Hawk, ont été envoyés pour récupérer les pilotes éjectés. Les deux camps reconnaissent qu'au moins un de ces hélicoptères a essuyé des tirs. Les deux camps reconnaissent qu'au moins un des pilotes a été récupéré. Et les deux camps reconnaissent que le second membre d'équipage, un officier des systèmes d'armes à bord du principal avion abattu, demeure introuvable au moment de cette transmission. Les sources américaines disent qu'elles le cherchent toujours. La télévision d'État iranienne offre une récompense pour toute information sur cet individu, décrit comme recherché, vivant ou mort. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête un instant. La télévision iranienne offre une récompense pour un officier militaire américain disparu. Ce n'est pas l'environnement informationnel d'un conflit qui approche d'un règlement. C'est l'environnement informationnel d'un conflit qui s'intensifie. Et ce n'est pas non plus le genre de manchette auquel on s'attend après qu'on nous a dit que tout était sous contrôle par des gens qui traitent chaque briefing comme un rassemblement de campagne avec carte à paye. L'appui. Les points contestés sont importants, et les preuves qui s'y rapportent sont réelles. Le principal désaccord porte sur l'identification de l'appareil principal abattu. L'Iran affirme qu'il s'agissait d'un F-35. Les États-Unis, par l'entremise de sources du Pentagone parlant à CBS News et à The New York Times, disent qu'il s'agissait d'un F-15 Strike Eagle. Ce ne sont pas les mêmes appareils, et la différence n'est pas anodine. Le F-15 est un chasseur-bombardier bimoteur de 4e génération. Il est en service depuis 1988. C'est un appareil performant et coûteux, mais sa perte, même si elle est importante sur les plans opérationnels et financiers, n'a pas les mêmes implications stratégiques que la perte d'un F-35. Le F-35 est un chasseur multirôle furtif de 5e génération. Il coûte environ 100 millions de dollars l'unité. Plus important encore, c'est l'appareil autour duquel est construite toute la doctrine de la puissance aérienne américaine en espace aérien contesté. Le F-35 est censé être indétectable par les systèmes radars conventionnels. Sa perte, surtout si elle représente un deuxième F-35 abattu dans ce conflit, soulève
des questions fondamentales sur la capacité réelle de la technologie furtive américaine à offrir la protection qu'on lui a attribuée et qu'on a mise en marché. La brochure promettait l'invisibilité, pas une dispute publique à propos de codes de queue et de photos d'épave. Voilà pourquoi l'identification précise compte autant. Toute la proposition de valeur du F-35 repose sur sa capacité à opérer en sécurité dans un espace aérien où d'autres appareils seraient engagés et détruits. Si l'Iran peut abattre des F-35, l'appareil qui était censé rendre la puissance aérienne américaine invulnérable à l'ère moderne, alors chaque théâtre d'opération où les États-Unis prévoient utiliser le F-35 comme plateforme principale de pénétration doit être entièrement réévalué. La Chine observe, la Russie observe, la Corée du Nord observe. Tous les adversaires qui ont investi dans des systèmes de défense aérienne observent pour voir si ces systèmes peuvent vaincre l'appareil qui avait précisément été conçu pour les vaincre. Les preuves matérielles qui portent sur ce différend proviennent du code de queue visible sur les images de l'épave diffusées par l'Iran. Comme cela a été détaillé dans une transmission précédente, le code LN identifie l'appareil comme appartenant à la 48 Fighter Wing de l'United States Air Force in Europe and Africa, basée à la RAF Lakenheath, au Royaume-Uni. Cette escadre exploite des F-35. Elle n'exploite pas de F-15. Si l'épave montrant le code de queue LN est authentique, et si plusieurs analystes indépendants qui ont examiné les images n'y ont pas relevé d'indices de falsification, alors l'identification iranienne correspond davantage aux preuves matérielles que la contre-identification américaine. Cela ne veut pas dire que la version iranienne est correcte sur tous les points, mais cela signifie que, sur ce différend précis, les preuves matérielles actuellement disponibles concordent davantage avec la version iranienne. Et le schéma observé dans ce conflit a été le suivant. Les affirmations militaires iraniennes d'abord niées par des responsables américains, puis confirmées par des sources américaines anonymes ou par des preuves matérielles indépendantes, se sont révélées plus fiables que le récit officiel américain sur la plupart des développements militaires majeurs. Le démenti officiel est devenu moins une réfutation qu'une zone d'attente jusqu'à ce que la réalité atterrisse de toute façon. Le Haddix Warthog raconte une histoire distincte, mais tout aussi importante, sur l'endroit exact où en est réellement l'opération militaire américaine. Le Haddix n'est pas un chasseur de supériorité aérienne, ce n'est pas un appareil furtif. Il n'est pas conçu pour les missions de frappe en profondeur pour lesquelles le F-35 et le F-15 ont été construits. Le Haddix est un avion d'attaque au sol, une plateforme lourdement blindée, lente, spécialement conçue pour voler bas et lentement au-dessus d'un champ de bataille, en détruisant des véhicules blindés, des positions fortifiées et des concentrations de troupes au sol en appui à des forces amies sur le terrain. Il transporte un canon rotatif de 30 mm capable de percer le blindage des chars ainsi qu'une gamme de munitions air-sol. Dans le langage de l'aviation militaire, c'est un appareil d'appui aérien rapproché. Tout dans sa conception est optimisé pour appuyer des troupes au sol en contact avec des forces ennemies. Le fait que des ADX opéraient au-dessus du territoire iranien révèle quelque chose de très précis sur ce que l'armée américaine préparait dans les heures ayant précédé ses pertes. On ne déploie pas des ADX pour fournir un appui aérien rapproché dans un théâtre où il n'y a pas de troupes au sol à soutenir, où aucune opération terrestre n'est envisagée. La présence du Haddix constitue la preuve que les États-Unis préparaient, ou menaient déjà, des opérations préparatoires initiales liées à des attaques terrestres contre des cibles iraniennes, qu'il s'agisse des systèmes mobiles de lanceurs de missiles que les B-52 servaient aussi à frapper, ou de quelque chose en lien avec la planification rapportée d'une incursion terrestre. La présence du Haddix indique que le conflit se dirigeait vers une dimension terrestre au moment où ces pertes se sont produites. Un Haddix ne se retrouve pas par hasard dans un tel théâtre parce que quelqu'un a mal lu l'itinéraire à un pupitre de briefing. L'Iran a confirmé la perte du Haddix. Des sources américaines, par l'intermédiaire de The New York Times, ont confirmé la perte du Haddix. Selon The New York Times, le pilote a survécu et a été secouru. Des sources iraniennes ont contesté cela, laissant entendre que l'issue pour le pilote avait été différente. Je prends note de ce différend et je reconnais que, puisque le Haddix n'est pas équipé du même système de siège éjectable que les avions de chasse, les mécanismes qui permettraient une évacuation potentiellement survivable ne sont pas évidents et méritent d'être examinés. L'affirmation américaine selon laquelle le pilote aurait survécu sans explication détaillée sur la manière dont cette survie aurait été possible est l'un des nombreux éléments du récit officiel américain d'aujourd'hui qui ne résiste pas complètement à l'examen. L'opération de sauvetage et ce qui est arrivé au Black Hawk sont les points sur lesquels les deux versions divergent le plus fortement et où les implications sont potentiellement les plus graves. Après que l'appareil principal a été abattu et que les deux pilotes se sont éjectés, les forces américaines ont dépêché 2 hélicoptères Black Hawk pour récupérer les membres d'équipage éjectés.
Cette partie du récit n'est pas contestée. Les deux camps confirment qu'elle a eu lieu. C'est sur ce qui est arrivé à ces hélicoptères que les versions se séparent. La version américaine, rapportée par NBC News en citant des sources du Pentagone, est que les deux Black Hawk ont essuyé des tirs, qu'il y a eu des blessés parmi les équipages des hélicoptères, mais que les deux appareils ont survécu et que tous les membres d'équipage sont sains et saufs. Dans cette version, la mission de sauvetage a été difficile sur le plan tactique, mais a finalement réussi à récupérer le premier pilote, et la recherche du second membre d'équipage se poursuit. La version iranienne est catégoriquement différente. L'Iran affirme que le deuxième Black Hawk a été abattu pendant l'opération de sauvetage. L'Iran affirme que le second membre d'équipage, l'officier des systèmes d'armes de l'avion principal abattu, a soit été tué, soit été capturé dans le cadre de cette action. L'offre de récompense diffusée par la télévision d'État iranienne pour toute information sur cet individu, décrit comme recherché, vivant ou mort, correspond davantage à la version iranienne des faits qu'à la version américaine. Si les forces américaines avaient récupéré avec succès ce membre d'équipage et qu'il était sain et sauf, comme le laisse entendre le récit officiel américain, il n'y aurait pas d'offre de récompense iranienne. Cette récompense constitue la preuve que l'individu n'a pas été récupéré, ce qui concorde au minimum avec la reconnaissance américaine selon laquelle il demeure introuvable, même si cela ne confirme pas les affirmations iraniennes plus précises sur son sort. La question de savoir si le deuxième Black Hawk a été détruit ou simplement endommagé avant de repartir sera éventuellement tranchée par des preuves indépendantes. Pour l'instant, la version américaine oblige à croire que 2 hélicoptères ont pénétré dans une zone d'engagement active, ont essuyé des tirs, ont encaissé des impacts d'armes, ont subi des blessés parmi leurs équipages et ont quand même tous 2 survécu et extrait leurs occupants, tandis que le second membre d'équipage de l'appareil principal demeurait malgré tout introuvable, même avec 2 hélicoptères de sauvetage sur place. La version iranienne, selon laquelle le deuxième hélicoptère a été abattu et l'opération de sauvetage partiellement interrompue, explique plus naturellement l'absence persistante du second membre d'équipage que ne le fait la version américaine. À ce stade, la version officielle commence moins à ressembler à un compte-rendu du champ de bataille qu'à un bureau de presse qui essaie de garder le pupitre debout. Ce qui compte encore plus que n'importe quel détail contesté, c'est la cause profonde de ces pertes d'aujourd'hui. Hier, moins de 24 heures avant que ces appareils ne soient abattus, Donald Trump a déclaré publiquement que la capacité de défense aérienne de l'Iran avait été complètement détruite, pas dégradée, pas fortement réduite, complètement détruite. Il a dit que les forces américaines avaient le contrôle total de l'espace aérien iranien. Il a dit que l'Iran n'était plus capable de mener des opérations antiaériennes efficaces. Ces déclarations ont été faites publiquement, largement relayées, et vraisemblablement entendues par les militaires qui planifiaient et exécutaient des opérations au-dessus du territoire iranien dans les heures qui ont suivi. Voici le problème. Ces déclarations étaient fausses. La capacité de défense aérienne de l'Iran n'avait pas été complètement détruite. Les forces américaines n'avaient pas le contrôle total de l'espace aérien iranien. Et les pilotes ainsi que les équipages qui ont pénétré dans l'espace aérien iranien, dans les heures qui ont suivi ces déclarations, l'ont apparemment fait avec un degré de confiance dans la suppression de la défense aérienne iranienne que la situation réelle ne justifiait pas. Déclarer la victoire avant même que le radar cesse de fonctionner, c'est peut être bon pour la télévision, mais c'est un dangereux substitut à une véritable suppression des défenses aériennes ennemies. Quand un commandant dit à ses forces que les défenses ennemies ont été éliminées et que ces forces le croient et planifient leurs opérations en conséquence, en réduisant leurs précautions défensives, en volant à des altitudes ou selon des profils de vol qui conviendraient dans un environnement aérien permissif, mais pas dans un espace contesté, et que ces défenses s'avèrent ne pas avoir été éliminées, alors les pertes qui en résultent ne constituent pas simplement un revers militaire. Elles sont la conséquence directe d'une désinformation qui descend du sommet de la chaîne de commandement jusqu'au niveau opérationnel. Les pilotes qui ont pénétré aujourd'hui dans l'espace aérien iranien ont cru ce que leur commandant en chef leur avait dit la veille. Cette croyance a contribué à leur vulnérabilité, et ces pertes représentent en partie le coût de cette fausse confiance. Ce n'est pas un point mineur, c'est l'un des modes d'échec les plus fondamentaux du commandement militaire. Quand le récit construit à des fins politiques intérieures pour gérer la perception publique de la progression de la campagne devient à ce point déconnecté de la réalité opérationnelle qu'il façonne les décisions des forces sur le terrain, l'issue devient prévisible. Trump avait besoin de dire que les défenses aériennes iraniennes avaient été détruites parce que le récit politique de la campagne exigeait qu'on démontre des progrès. Ce besoin politique a supplanté la vérité opérationnelle. Et la vérité opérationnelle s'est imposée aujourd'hui sous la forme d'appareils abattus et de membres d'équipage portés disparus. La carte à la télévision disait « Mission accomplie ».
L'espace aérien a répondu avec des notes de bas de page. L'entrevue de Trump avec NBC News a des implications juridiques et constitutionnelles qui dépassent largement la situation militaire immédiate. Quand on lui a demandé de commenter les pertes d'appareils, Trump a répondu que c'est une guerre et que, dans une guerre, il y a des victimes. Ces mots « c'est une guerre » ne sont pas qu'une formule rhétorique. C'est un aveu juridique et constitutionnel. En vertu de la Constitution des États-Unis, le pouvoir de déclarer la guerre appartient exclusivement au Congrès. L'exécutif a l'autorité de commandement sur l'armée, mais il ne peut pas engager unilatéralement la nation dans un état de guerre. La War Powers Resolution exige que le Congrès soit informé dans les 48 heures suivant l'engagement de force dans un conflit armé et limite à 60 jours la durée d'une action militaire menée par l'exécutif sans autorisation du Congrès. Depuis le début de ce conflit, Trump le décrit comme une opération spéciale, une campagne militaire, une action de contre-prolifération, un vocabulaire délibérément choisi pour éviter de déclencher les cadres constitutionnels et législatifs qui s'appliquent à une guerre. En disant que c'est une guerre, en réponse à la question d'un journaliste sur les pertes humaines, il a fait un aveu officiel qui fragilise l'architecture juridique qu'il utilisait pour éviter la supervision et l'autorisation du Congrès. Des juristes et des membres du Congrès opposés à l'administration examinent déjà ce que cette déclaration signifie pour la légitimité constitutionnelle de la poursuite de la campagne et pour d'éventuelles procédures de destitution centrées sur l'usurpation des pouvoirs de guerre du Congrès. Dans la même entrevue, Trump a insisté sur le fait que les négociations avec l'Iran se poursuivaient de manière productive et n'étaient pas affectées par les événements militaires de la journée. L'Iran a répondu dans les heures qui ont suivi en niant catégoriquement qu'il y ait la moindre négociation en cours ou le moindre contact diplomatique. Ce n'est pas la première fois que cette contradiction précise se joue dans ce conflit. Trump parle de conversation productive. L'Iran dit qu'aucune conversation n'existe. Le schéma est constant, et cela en dit long sur la réalité, ou non, de la voie diplomatique que Trump présente au public américain, ou sur le fait qu'il s'agisse plutôt d'une construction narrative destinée à gérer la perception intérieure. Dans ce style de communication, la diplomatie semble toujours très bien se passer jusqu'au moment où l'autre camp dit publiquement qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Il n'est pas possible d'affirmer à la fois qu'on mène des négociations productives avec un pays et de conduire au-dessus du territoire de ces pays des opérations militaires au cours desquelles ce pays abat des appareils aux Américains. Les deux choses sont incompatibles. L'une décrit la réalité, l'autre décrit un récit préféré. Le démenti public immédiat et constant de l'Iran chaque fois que Trump parle de négociations indique clairement lequel des deux relève de la réalité. Le tableau complet ne devient clair que lorsqu'on considère ensemble les différents éléments de l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en moins de 8 heures, les États-Unis ont perdu au minimum 5 appareils militaires au-dessus et autour de l'Iran. Un avion de combat dont l'identification précise est contestée, mais dont la perte est confirmée par les deux camps. Un ADIX d'attaque au sol dont la présence révélait que des opérations terrestres étaient en cours de planification ou de préparation. 3 drones de combat, dont des MQ-9 Reaper, et possiblement 2 hélicoptères de sauvetage Black Hawk, ainsi que d'autres appareils, selon les rapports qui seront finalement confirmés. Un second membre d'équipage demeure disparu et introuvable. Ces pertes sont survenues le lendemain du jour où Trump avait dit au public américain et à l'armée américaine que les défenses aériennes iraniennes avaient été complètement détruites. Ces pertes démontrent que cette affirmation était fausse. Les pilotes et les équipages qui sont entrés dans l'espace aérien iranien ont cru cette affirmation erronée et ont adapté leur comportement en conséquence. Ces pertes représentent en partie le coût de cette fausse confiance. Trump a réagi à ces pertes en admettant à la télévision nationale que c'est une guerre, un aveu aux conséquences constitutionnelles qu'il ne semblait manifestement pas avoir pleinement mesuré avant de le faire. Puis il a insisté sur le fait que les négociations avec l'Iran étaient en cours et productives. L'Iran l'a nié dans les heures qui ont suivi. La voie diplomatique qu'il décrit soit n'existe pas, soit n'a aucun effet significatif sur les opérations militaires iraniennes. La présence du ADIX indique que des opérations terrestres sont envisagées ou en préparation. L'engagement impliquant les Black Hawk montre que les opérations de sauvetage sont désormais elles-mêmes des opérations de combat. L'absence persistante du second membre d'équipage montre que le récit officiel d'un sauvetage réussi est, au mieux, incomplet. Et le schéma des démentis officiels américains suivis de confirmation par des sources anonymes, puis de vérification indépendante ultérieure, un schéma que ce conflit a établi à répétition indique comment il faut pondérer les affirmations concurrentes sur ce qui a précisément été perdu et sur ce qui est précisément arrivé aux personnes concernées. Quand un même schéma se répète aussi souvent, parler de confusion devient moins crédible que parler de gestion du message.
C'est cela, l'état réel du conflit. Pas la version entendue dans le briefing officiel. Pas la version qu'un gouvernement quelconque voudrait faire croire au public. C'est la version qui émerge quand chaque source est recoupée avec la discipline qu'exige ce type de reportage. Et c'est généralement à ce moment-là que les éléments de langage bien polis commencent à paraître aussi solides qu'un slogan de campagne dans un espace aérien contesté. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.